Bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau live Facebook ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir l'incontournable lui aussi, Laurent Oberton. Bonsoir Laurent Oberton, comment allez-vous? Bonsoir, écoutez, le mieux possible. Tout va très Tant bien. mieux. Je suis confiné de toute façon à cette période de l'année pour des raisons d'écriture, donc ça change pas grand-chose, on va dire. Ça bouleverse pas mon quotidien. Donc vous êtes en train de travailler sur un nouveau roman, on imagine corrosif, forcément. Voilà. Alors, on verra. A priori, oui, ce sera dans la lignée de ce que de ce que j'ai déjà fait, plutôt dans la lignée de la France Big Brother. Donc, ça, c'est tout à fait dans la thématique de l'actualité. Un État qui a de plus en plus de responsabilités et qui est de moins en moins compétent. Et Ouais. la population qui malheureusement s'en remet totalement à lui sans voir que à peu près tous les problèmes viennent de lui. Donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de cette spirale un peu infernale à la domestication? Ça implique de prendre ses responsabilités. C'est quelque chose que malheureusement on a désappris à faire depuis pas mal d'années. D'accord. Bon, je vais quand même vous présenter pour nos téléspectateurs qui vous connaîtraient pas encore, hein. Vous êtes Laurent Oberton, vous êtes l'infréquentable tendancieux, hein. Vous êtes l'empêcheur du bien vivre ensemble, le pourfendeur de l'amicale, de la bien-penseuse, et on vous accuse souvent de faire le jeu de vous savez qui. Et vous avez commencé, Laurent Oberton, à sérieusement gêner l'intelligentsia avec la France Orange Mécanique. Et puis, vous avez été le Nostradamus du chaos avec Guérilla tome 1 et tome 2 aux éditions Ring. Et très sincèrement, j'ai envie de citer des proches de Laurent Oberton. Et je le cite, ce n'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils ne sont pas tous après moi. Cher Laurent Berton, bonsoir. Êtes-vous toujours aussi infréquentable? Alors, je sais pas qui décide de la fréquentabilité des personnes. Si c'est Sibeth Ndiaye et son orchestre, je préfère tout à fait cette position d'infréquentabilité et même je la revendiquerai haut et fort. J'ai pas l'impression d'être infréquentable, d'être verbalement violent ou je ne sais quoi. Je dis simplement les choses. Il est vrai que aujourd'hui, dans notre pays de communication, d'union sacrée et tout ce qu'on imagine, il est devenu très difficile de dire certaines choses, certaines vérités simples, et parce qu'elles sont pas à la mode, il est conseillé de ne pas le faire, de ne pas le dire, de rester chez soi. Malheureusement, il y a des médias alternatifs, il y a Internet, il y a des livres incorrects qui peuvent circuler et apporter à nos concitoyens quelques lucarnes pour respirer dans cette atmosphère très confinée, puisque l'atmosphère malheureusement intellectuelle de ce pays, culturelle et médiatique, est déjà archi confinée depuis très longtemps et ça commence à sentir sérieusement l'enfermer. D'accord. Bon, alors on va commencer sur ces bonnes paroles, hein, déjà très cash et très putsch. On va aborder le premier thème, hein. Vous êtes toujours sur Putsch en diffusion sur YouTube et Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions à Laurent Berton. On est ensemble pour de longues minutes, on l'espère. Ça va être passionnant. Premier thème, Laurent Berton, coronavirus, scandale d'État et mondialisation. Et première question. Alors c'est une flopée de scandales à venir, hein. On est en train de sentir ça actuellement avec l'avancée de cette crise-là sur plusieurs sujets, hein, les masques, la gestion de la crise. Alors moi, j'ai envie de vous poser la première question un peu plus politique. Comment jugez-vous de prime abord la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif? Bah, c'est-à-dire que c'est même difficile de parler de gestion. Ils sont largués totalement depuis le début, il faut être franc. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de test, ils savent pas quoi faire ni où aller. Donc, ils font la seule chose qu'ils savent faire, c'est-à-dire pour la chose pour laquelle ils sont formés, c'est parler, communiquer, minimiser, étouffer, divertir. En réalité, ils sont à la ramasse la plus totale. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est de nous demander de tousser dans notre coude. Donc, on assiste cet événement. C'est un événement imprévu, bien sûr, mais c'est une démonstration de la faillite majeure de l'État. L'État reçoit aujourd'hui, l'État français reçoit 1 euro produit sur 2. C'est la moitié de chaque salaire, ça fait 43 000 euros par travailleur et par an. Donc c'est un peu facile, après ça, de venir accuser le marché ou le capitalisme ou je sais pas quoi. On a un des États les mieux dotés du monde. Donc c'est l'État le problème, c'est sa gestion qui est complètement atroce. Donc il faut arrêter de lui confier quoi que ce soit en matière de sécurité, d'immigration, d'éducation, d'emploi et maintenant de santé. Il a fait que la preuve de son extrême incompétence. Donc, malheureusement, le seul réflexe des populations, ça va être, dans un cas comme ça, de lui donner encore plus de pouvoir et de moyens et de confiance,
sans voir que c'est précisément ces pouvoirs immenses qui paralysent la société. Et on le constate avec la popularité de l'exécutif, hein, c'est complètement fou, mais à chaque crise, le seul moyen qu'avait François Hollande de gagner des points dans les sondages, c'était les attentats terroristes. Emmanuel Macron, je pense qu'il n'y a qu'une crise sanitaire de cette ampleur qui pouvait lui rendre de la popularité. Donc c'est terrifiant, mais c'est comme ça. Quand il y a un prédateur qui rôde autour du champ des brebis, elles se regroupent autour du berger, même si ce berger prévoit de leur trancher la gorge d'ici quelques jours. Voilà, c'est une situation qui est catastrophique et on a l'impression que chaque jour, là vraiment on navigue à vue. On ne sait pas du tout comment ça va se résorber, ils ne savent pas du tout quoi faire. Donc, et là, pour une fois, communiquer ne suffit plus. Donc ça, c'est une de mes marottes, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, la politique, c'est de la communication. Et quand tout à coup, il se passe quelque chose, un événement, par définition imprévu, eh bien, on est complètement, on a les bras coupés, on ne sait plus quoi faire. Donc, on envoie le préfet l'allemand, on envoie Sibeth Ndiaye, et ça fait du bien à personne, mais on ne sait rien faire d'autre. Et donc là, l'État est totalement nu. Pourtant, Laurent Berton, ce qui est inquiétant aujourd'hui, de ce que j'en vois, de ce qu'on en voit nous en tant que médias indépendants, je le répète, c'est quand même qu'il y a une incroyable défiance de la parole publique et politique. On a eu les Gilets jaunes, on a eu la réforme des retraites, maintenant cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne croient plus du tout, ou du moins on a l'impression que les gens ne croient plus du tout en la parole politique, et avec les différentes polémiques dès l'affaire Buzyn, hein, dès l'affaire Buzyn. Ça vous inspire quoi, vous, Laurent Berton, cette défiance? C'est-à-dire que le problème de l'État, c'est qu'il repose sur une succession de promesses, une infinité de promesses en quelque sorte. Ces individus sont au pouvoir et leur préoccupation première est d'être réélus. Donc à partir de là, ils vont faire de la corruption électorale en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils vont promettre l'argent public à des tas d'individus, de communautés, de corporations et ils vont promettre monts et merveilles à la population. C'est toujours de l'argent public et ceux qui n'obtiendront pas leurs promesses seront frustrés et donc ça va générer une haine envers ces gouvernants parce que pourquoi est-ce qu'ils donnent à lui et pas à celui-là, et une société ne peut pas tenir comme ça. Sa cohésion, ce qu'il en reste, va finir par exploser. Et la fracture... Pourtant, on nous parle en permanence d'union nationale. Hein. On n'arrête pas d'avoir Emmanuel Macron dans sa bouche, union nationale, union nationale, union nationale. C'est exactement comme le vivre ensemble. C'est des formules qui apparaissent en réalité quand l'union nationale justement n'existe plus. Le vivre ensemble, c'est la même chose. On parlait pas de vivre ensemble avant parce que c'était quelque chose qui allait de soi. Et on a commencé à en parler parce qu'on a bien vu qu'il y avait un problème. Et l'union sacrée ou nationale, on peut l'appeler comme on veut, c'est exactement la même chose. C'est une formule d'exorciste. Vous avez des Duhamel qui vont répéter ça à longueur de temps d'antenne, mais ils ne mesurent pas la gravité de la fracture entre eux et la population. Et malheureusement, ce qui me frappe toujours, c'est que dans ces crises, la population, même pendant les Gilets jaunes, en tout cas vers la fin du mouvement des Gilets jaunes, leur réflexe est toujours de demander encore plus d'État, c'est-à-dire que va faire l'État pour sauver la situation, combien de milliards va-t-il remettre dans l'économie, ce sont des milliards qui n'existent pas, qui sont imprimés par les planches à billets des banques centrales, ça va évidemment avoir des conséquences terribles sur l'inflation. Donc c'est encore les épargnants qui vont payer le prix fort puisque leur argent va perdre de sa valeur. Et à chaque fois, on va demander, on va se tourner vers cet État alors qu'il faudrait plutôt faire le chemin inverse, je pense. Voir ce qu'on peut faire hors l'État, sans l'État, pour gérer ces crises. D'ailleurs, encore une fois, on le constate, les plus grandes initiatives pour contrer cette crise, pour fabriquer des masques, des produits de gel hydroalcoolique, viennent des privés. Donc c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. On est tellement habitué en fait malheureusement à être pris en charge pour tout et n'importe quoi que quand il y a un vrai problème, la population ne comprend pas du tout que l'État ne s'occupe pas d'elle, ne vienne pas lui expliquer quoi faire, comment mettre un pied devant l'autre, et elle est dans un état de dépendance qui est abyssal, qui est effroyable.
Et c'est aussi pour ça que les citoyens sont complètement terrifiés par ce qui se passe. On a vu ces scènes de panique, de ménagères se taper dessus pour des rouleaux de papier toilette, parce que on attend en fait une solution extérieure. On est dans l'idéation du maître tout puissant qui va venir nous aider. Et nous, on a renoncé en fait à nos responsabilités individuelles tout simplement. Alors, je voulais vous poser une question sur le coronavirus. Vous avez déclaré récemment chez nos confrères de Valeurs Actuelles, c'est une interview qui date très peu de temps, vous avez dit « Ce genre d'épisode épidémique semble inévitable ». Oui, de nos jours, il y aura des crises sanitaires comme ça parce que la circulation des personnes étant ce qu'elle est autour du monde, vous avez des échanges continus, permanents, on s'en rend compte. Là, on voit la différence, le trafic aérien aujourd'hui et hier, c'est très impressionnant. Tant qu'il y aura cette communication permanente d'individus d'un bout à l'autre de la planète, on n'aura pas de moyens clair d'arrêter de telles crises épidémiques. Et évidemment, il y en aura d'autres. J'espère moins graves que celle-là, mais il n'y a pas de raison particulière pour qu'on échappe à ces phénomènes. Parce que les habitudes culturelles, un peu à la japonaise par exemple, qui permettent de vraiment minimiser l'impact de ces crises, ne sont pas du tout répandues, au contraire, sur l'ensemble de la planète. Mais qu'est-ce que cela dit de l'organisation de notre monde, Roberton? Libre-échange, globalisation, Schengen aussi, parlons un peu de l'Union européenne. Est-ce que c'est finalement la fin de ce monde-là? Est-ce que c'est la fin d'un monde et la naissance de notre, selon vous, ou pas? Alors, on a vu qu'il y avait un délai intéressant qui correspond au blocage psychologique de nos élites vis-à-vis des frontières, puisque ça fait des années qu'on nous répète que les frontières ne servent à rien, que de toute façon les individus se déplacent sans les frontières. Là, on s'est rendu compte qu'en réalité, miracle, les frontières pouvaient arrêter les individus qui sont évidemment porteurs du virus. Encore une fois, on a été en dessous de tout, puisque l'État est quand même allé chercher des rapatriés, des gens qui travaillaient au cœur des sites chinois qui étaient concernés par l'épidémie, sans prendre les précautions élémentaires vis-à-vis notamment des militaires qui étaient chargés de ce rapatriement, et ils ont répandu le virus partout dans notre pays. Donc encore une fois, l'État a été parfait. Cette société mondiale, de toute façon, doit vraiment réellement se remettre en cause. Est-ce qu'il est normal que des types fassent 24 heures d'avion pour une réunion de 15 minutes? Aujourd'hui, à l'heure du numérique, il y a peut-être beaucoup de solutions alternatives. Il faudrait sérieusement remettre en question pas mal de choses. L'échange, c'est une chose, le commerce, c'est une chose, les déplacements de population aussi dense et important, peut-être qu'il y aurait un travail à faire de ce point de vue-là. Sinon, évidemment, des pays, face à des telles pandémies, seront tentés, et ils auront sans doute raison, de rétablir leurs frontières, de reprendre en main le contrôle des populations, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, notre politique d'ouverture des frontières à tout vent est extrêmement dangereuse. Évidemment, pas seulement pour des raisons épidémiques, mais aussi pour des raisons épidémiques. On voit d'ailleurs la France a demandé aujourd'hui, je crois, sur Schengen, pardon, de fermer les frontières ou de ne rétablir Schengen qu'au 30 octobre. C'est un énorme aveu de la part de l'État français, du moins de la part de cet État-là dans les 27 membres, décidément, de l'Union européenne. On a l'impression quand même que l'Union européenne est en train d'imploser. Elle a montré toute son impéritie à régler cette crise sanitaire, et encore aujourd'hui, que ce soit sur le plan sanitaire, je l'ai dit, également sur le plan économique. Est-ce que vous pensez que cette Union européenne-là, elle devrait finalement peut-être terminer son existence avec la crise du coronavirus, ou pas, selon vous? Ouais, la logique voudrait que oui, mais en fait, son existence, elle aurait dû la terminer depuis déjà très longtemps, depuis les référendums, le fameux référendum de 2005, validé par le Parlement dans le dos des peuples. Ce genre de choses aurait dû, depuis longtemps, mettre un terme, faire exploser l'Union européenne telle qu'elle existe. Malheureusement, encore une fois, c'est un système, c'est exactement comme notre gouvernement, c'est un système qui est hors tout, qui vit en circuit fermé, et sa popularité, alors là on parle même plus d'impopularité à ce niveau-là, mais
ce système existe, ces structures existent, elle est soutenue par les États, les nations, par énormément d'argent provenant des, encore une fois, qui est pris, qui est confisqué aux contribuables des nations européennes. Et cette structure est là, qu'on le veuille ou non. Pour l'enlever, il faut que les pays clairement fassent une démarche pour quitter cette union. Je pense, enfin, je serais étonné que l'Italie passe l'éponge sur ce qui vient de se passer, vu la manière dont elle a été royalement ignorée par l'Union européenne. D'ailleurs, je me permets, Laurent Bertin, l'Union européenne a reconnu qu'elle avait abandonné l'Italie aujourd'hui par communiqué. Alors c'est ça. On se rattrape parce qu'on sent bien que là, on a atteint un point de non-retour et qu'il faut des mesures, fussent-elles symboliques, des excuses, c'est le minimum. C'est de la communication pure. On sent que, de toute façon, cette Union européenne n'existe pas dans les faits, que certains pays sont favorisés au détriment d'autres. Donc, il est temps que cette mascarade se termine, mais malheureusement, ce sont des questions structurelles et tant qu'il n'y a pas une action vraiment vigoureuse des pays concernés, pays qui sont représentés par des élites qui ne sont pas représentatives, c'est aussi ça le problème, eh bien, on a encore cette fracture immense entre les peuples et les élites non représentatives, je le répète. Donc, on est dans un blocage, en fait. On est dans ces États-là, ces super-États sont des coups d'État permanents contre les nations. Et tant qu'ils sont maintenus, tant qu'ils se maintiennent et qu'ils ne sont pas déposés par des moyens, je ne sais pas, électoraux ou autres, on sera dans cette situation complètement folle d'être représenté par des individus qui ne représentent que leurs intérêts et pas ceux des nations. Oui, c'est tout le combat finalement des Gilets jaunes depuis 2 ans. C'est le retour à la souveraineté, le retour à la décision, le retour au destin national, la reprise en main de sa décision via le Parlement. C'est ce combat-là finalement. Ben, en fait, c'est le rétablissement de la souveraineté, régalienne notamment, c'est-à-dire l'application primaire de la mission des États, c'est-à-dire protéger la nation. Au départ, c'est ça, hein, c'est Hippolyte qui donnait cette définition, c'est protéger l'État, il est là pour protéger la nation contre les étrangers et il est là pour protéger les particuliers les uns des autres. Aujourd'hui, les États ont des missions qui n'ont pas de limite, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à accroître leurs compétences, leur prélèvement d'argent. Pour ça, ils sont très forts, mais on voit que leur mission régalienne ne tient plus, c'est-à-dire qu'ils sont totalement incapables de protéger les frontières nationales. Elles sont ouvertes depuis longtemps. Ils sont totalement incapables de faire... Ils ne le veulent pas, Laurent Berton. Ils ne le veulent pas puisqu'il y a le libre-échange aujourd'hui. Mais alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'un État n'a pas de raison particulière d'être compétent, puisque c'est pas son argent, encore une fois, et quand on dispose d'un argent qui n'est pas le nôtre, on a tendance à faire un peu moins attention au coût et à l'efficacité, et c'est une manière de communiquer. Le citoyen aujourd'hui moyen, il est content à partir du moment où on investit de l'argent. Quand on lui dit on va débloquer 300 milliards, il est content. Il s'intéresse jamais au résultat. En fait, il juge l'intention. Et tant mieux pour nos dirigeants, puisque c'est son argent qu'on dépense, l'argent du citoyen. Donc, on le tient comme ça, en fait, en dépensant de l'argent perpétuellement, en masquant le fait que l'État régalien a complètement échoué, n'applique plus la loi, ne veut plus appliquer la loi, effectivement, il y a une volonté idéologique là derrière, et accumule sans fin des compétences, s'ingère dans l'existence quotidienne de millions de citoyens européens, les États européens donc, et petit à petit grignote nos libertés individuelles fondamentales. Ça fait très longtemps que ça dure, mais encore une fois, malheureusement, on a ce réflexe de se tourner vers le maître, de voir en l'État, en les institutions, en la chose officielle, quelque chose de, je sais pas, avec un discernement sans doute supérieur, avec des capacités d'analyse qui nous dépassent, et on s'en remet finalement à lui en espérant qu'il va finir par faire ce que l'on veut, mais en réalité, c'est lui qui décide, c'est lui le maître, et il agit en fonction de ses intérêts propres, et ces intérêts ne passent pas par notre sécurité, notre liberté et ses droits fondamentaux finalement.
Alors, j'ai une question dans l'internaute que je vais vous poser immédiatement. N'hésitez pas à poser les questions à Laurent Berton qui est avec nous sur ce long entretien. On est en multidiffusion sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à liker et à partager ce live pour donner une grande audience. Question, Laurent Berton, d'un internaute qui me dit, seriez-vous favorable à un État fort et indépendant? Non, moi, je suis pas du tout favorable à un État fort. Au contraire, je pense que l'État est beaucoup trop fort aujourd'hui. On lui a donné beaucoup trop de pouvoir et cette entité, en fait, qui a pu se justifier à une époque, notamment du point de vue du prince, qui en était à la tête pour défendre évidemment ses intérêts face aux nations étrangères, aujourd'hui se justifie de moins en moins parce que comment dire, un État aujourd'hui démocratique, en réalité, c'est une coterie d'individus qui va déposséder la nation de sa souveraineté, d'une part énorme de sa production de richesse. Je rappelle, 43 000 euros d'impôts par travailleur et par an. Ça, l'État nous le prend. Alors pour ce prix-là, on peut imaginer que notre système de santé disposera de masques et de tests et peut-être de chloroquine. Manifestement pas. Je pense que c'est de la folie de faire ça, de confier, d'accepter que cette entité, en fait, nous possède du début à la fin de notre existence, décide d'à peu près tout pour nous, en matière d'éducation, de sécurité, de souveraineté, de santé, de tout ce qu'on peut imaginer, de quand est-ce qu'on va partir en retraite, etc., etc., etc. Et elle est aussi la police, elle est à la fois la justice qui est théoriquement indépendante, mais c'est quand même l'État qui vote les lois. Pour moi, c'est vraiment l'État qu'il faut remettre en cause aujourd'hui. Peut-être pourrait-il être simplement restreint à sa mission primaire régalienne, c'est-à-dire policière, éventuellement judiciaire, militaire. Là, on n'est plus du tout là-dedans. On se rend compte que que jamais le citoyen français n'a été à ce point dépossédé de son pouvoir de décision qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il le sent très bien. Qu'est-ce qu'il a, le citoyen français? Il a un bulletin de vote, il a un gilet jaune éventuellement. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à la puissance de feu incroyable de l'État qui peut absolument nous priver de tout quand il le désire. Donc non, je crois qu'il faut arrêter de donner à cet État. Ouais, mais ça revient à la question, Laurent Berton. Si on part du postulat du préalable que la classe politique, les gens qui nous gouvernent, préservent les intérêts des Français, préservent les intérêts de la France, on pourrait avoir un État beaucoup plus juste dans sa manière d'aborder les choses. On ne va pas revenir jusqu'à De Gaulle, mais est-ce que c'est pas finalement la faillite des élites aussi? Mais évidemment, mais le problème, c'est que pour faire partie de ce monde, de ces élites-là, on est formé par déjà des machines d'État. On est formé par des grandes écoles, des machines à former des hauts fonctionnaires, des gens qui seront là justement on leur apprendra à communiquer, à dépenser l'argent public, à taxer les Français le plus possible en les faisant crier le moins possible. Tout contribue en fait à former une telle élite, une élite loin du peuple, une élite qui va défendre la machine, l'appareil, l'État, et qui va en quelque sorte usurper par ce biais la patrie, la souveraineté nationale, qui va la reprendre à son compte et qui va gouverner pour elle-même. Et il me paraît illusoire de penser empêcher cela, de penser qu'une élite très propre sur elle va arriver, va remplacer tous ces gens qui sont mauvais. Parce qu'au contraire, ce concours politique auquel on assiste depuis des années a tendance à récompenser les individus les plus doués pour mentir, pour tromper l'opinion, pour éliminer leurs concurrents de manière extrêmement basse et vile. Donc il ne faut pas que des qualités d'un point de vue humain pour prendre la tête de ce pays, malheureusement. Donc, je suis très sceptique quant à une solution sur cette voie-là, sur le fait qu'on puisse remplacer nos mauvaises élites par des bonnes élites, parce qu'une fois qu'on a le pouvoir, il corrompt tout, hein, c'est ce que comme disait l'autre, et plus le pouvoir est absolu, plus la corruption est absolue, et rien ne peut empêcher que quelqu'un qui se retrouve à la tête de cet appareil avec ses amis, donc à la tête de l'armée, de la police, de la justice, d'absolument tout, ne s'en serve
à des fins strictement personnelles, parce qu'en plus il a tendance à s'en foutre, parce qu'il sait très bien que il en a pour 2 mandats de 5 ans au pire, et après il est plus là, donc à la limite c'est pas trop son problème ce qui se passe par la suite. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Vous aimez bien, c'est vous qui l'avez inventé, le concept de monsieur moyen. On a quand même l'impression, le Roberton, pour les Françaises et les Français qui nous regardent, qui sont tous confinés comme nous, hein, comme vous et moi et la rédaction de Push, on a l'impression quand même que monsieur moyen, il est quand même en train de bouillir hein, dans son huis clos confiné en ce moment. Qu'est-ce que ça peut donner, ça, à la sortie du confinement, le Roberton? Et on parlera après hein, des quartiers sensibles, du confinement, enfin, voilà. Mais sur cette question-là, des Français aujourd'hui qui sont vraiment confinés. Alors, ce sont des choses assez difficiles à prédire parce que les mouvements d'opinion, on se le dit à chaque crise, à peu près à chaque attentat terroriste, j'entends toujours dire, cette fois-ci, ça va péter. Ça va péter, les Français vont descendre dans la rue, ils vont vraiment se fâcher, vous allez voir, ils vont très mal voter, peut-être même ils vont manifester quand ils n'auront pas l'autorisation de la préfecture. Mais en réalité, on a vu des crises, des mouvements sporadiques, on a eu les gilets jaunes, effectivement, mais ces mouvements sont très vite récupérés par des organisations, par des manifestants plus classiques, plus traditionnels, les corporations de gauche, les mouvements étudiants habituels. Et finalement, ces mouvements qui, au départ, vont peut-être lutter dans le bon sens contre, évidemment, la fiscalité écrasante, le fait qu'on s'est fait déposséder de notre souveraineté, seront vite digérés par par la récupération habituelle des mouvements de gauche et deviendront des mouvements finalement pour encore plus d'État, plus de subventions, plus d'aide, etc., etc. Et ça s'essoufflera petit à petit, je pense. Je crois pas férocement en l'idée d'une révolution, justement parce que Monsieur Moyen a beaucoup de choses à perdre encore. Il a son petit confort. Vous avez vu comme il tient à ses paquets de papier toilette. Donc, il est évident qu'il ne va pas prendre le risque de perdre ce qui lui reste. Parce qu'il a beaucoup de choses à perdre. Il a un travail, il a une situation, il bénéficie d'un état de prospérité relativement important. Donc, il n'a pas envie de prendre ce risque-là, parce que là, il a senti le parfum de la crise. Il a imaginé ce qui pouvait lui arriver si jamais il y avait plus de pâtes dans son supermarché. Ça lui fait extrêmement peur. Le monsieur moyen, l'animal, le citoyen domestique de base, j'en fais partie évidemment, est extrêmement conservateur. Il a très peur du changement brutal. Donc, lui-même n'ira pas à la révolution. Ce qu'on appelle révolutionnaire, ça va être des individus à la Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et en réalité, la seule révolution que veulent ces individus-là, c'est prendre le pouvoir, c'est-à-dire remplacer l'élite actuelle par une autre élite, la leur, toujours sur la base de corruption électorale, de promesses d'argent public, évidemment fallacieuses, puisqu'une fois qu'on est en poste, on peut plus tenir ses promesses, mais c'est comme ça qu'on fait les révolutions. Et ils auront le pouvoir, ils seront contents, ils pourront faire profiter les copains, et ainsi de suite. Et ce serait une erreur de prendre ça pour une vraie révolution. Donc la révolution populaire, j'y crois pas des masses. Alors, on va parler maintenant de ce coronavirus. Est-ce que c'est un révélateur des fractures françaises? Je voudrais vous entendre sur une première réaction, une réaction de votre part. Comment avez-vous réagi lorsque près de 20% des Parisiens intramuros sont allés trouver meilleur pâturage à l'ouest de la France, bon, pas à Aubervilliers ni à Dunkerque, mais plutôt à Noirmoutier, Île-de-Ré. Et est-ce que c'est ça aussi le révélateur des fractures françaises? Et d'ailleurs, dans la presse locale, c'est fait écho de tensions hein, qui ont éclaté entre les Parisiens avec les plaques d'immatriculation 75 qui habitent dans Paris intramuros et les locaux qui sont là et qui se sont retrouvés complètement débordés par une foule de gens qui, pour certains, se croyaient en vacances, confèrent la presse locale. Le Roberton. Alors c'est un réflexe qui est intéressant, mais qui est assez prévisible parce que on avait fait pas mal d'enquêtes là-dessus sur les Parisiens qui croient totalement en la bonté du genre humain la plupart du temps. Hein, ce sont des gens très bien. Ils sont persuadés que leur prochain est une très bonne chose et que le vivre ensemble nous enrichit, etc. Mais quand il y a une situation de crise et qu'on leur pose la question, que feriez-vous en cas de crise épidémique, en cas d'affrontement, de guerre civile, la première réponse qu'ils vous donnent, c'est ben moi, j'irai tout de suite à la campagne. Parce qu'en réalité, ils savent très bien que la chose qui sera la
plus dangereuse, c'est la cohabitation avec leurs chers congénères. Et ça, c'est révélateur quand même des cerveaux reptiliens. C'est que le réflexe de survie, il implique de quitter le navire dont on sait qu'il pourrait très bien être rapidement coupé complètement du monde, qu'on pourrait être enfermé avec des gens pas forcément aussi recommandables que ce qu'on veut bien dire lors d'une réunion ou à la machine à café ou sur les ondes pour briller un petit peu. Donc ça révèle une part intéressante de la nature humaine. Donc c'est surtout ça qui m'a frappé avec cette petite fuite précipitée. Pourtant, ouais. Donc, on va parler maintenant de votre sujet, les quartiers difficiles et le confinement. Donc, on a beaucoup entendu de choses, hein. On a beaucoup entendu de choses, notamment dans la bouche de Sibeth Ndiaye et d'Edouard Philippe, encore pas plus tard qu'hier, en nous disant qu'il fallait pas stigmatiser, que le confinement se passait très bien dans les quartiers dits difficiles. On sait que c'est vos sujets. Alors, est-ce que, on imagine que vous avez bossé, on imagine que vous avez trouvé des stats, des infos, Laurent Berton, qu'en est-il d'un un premier plan là-dessus, une première vision de ce qui se passe dans ces quartiers, selon vous? Alors déjà, je dirais que il est pas utile de perdre son temps à écouter les déclarations officielles, hein, qu'elles viennent du préfet allemand, de Sibeth Ndiaye, d'Edouard Philippe. On va se faire du mal. C'est ça, comme disait l'autre, c'est Kundera, je crois, qui disait rien n'exige plus d'efforts de pensée que l'argumentation destinée à justifier l'absence de pensée. Et là, on est vraiment en plein dedans. Donc, il faut pas se préoccuper des déclarations évidemment officielles qui sont toujours les plus mensongères possibles. Il faut s'intéresser aux faits, c'est-à-dire concrètement, cette situation de confinement est aussi révélatrice du chaos, de l'échec absolu qu'est le vivre ensemble, puisque tout à coup, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, évidemment, certaines zones du territoire français étaient hors de contrôle. On en parlait assez peu parce que l'activité extérieure existait, qu'il suffisait de regarder ailleurs, ça se passait bien. Aujourd'hui. En quelque sorte, le vide, cette absence d'individus dans les rues, révèle là où le vide n'existe pas. Et le vide n'existe pas dans certains endroits qui sont très connus des fonctionnaires de police. Et il est évident que là, on n'est pas loin du tout d'un énorme problème, parce que ces individus qui ne respectent, qui en général accueillent les policiers à coups de crachats et de parpaings, aujourd'hui, il faut leur expliquer que ce serait bien d'avoir le sens civique, de respecter les règles du confinement. Ça, c'est quand même, pour les policiers sur le terrain, ça va pas être facile. En plus, il faut imaginer que vous avez donc la situation habituelle de ces quartiers. Vous ajoutez à cette situation le fait qu'on a décidé de vider les prisons. C'est un vieux rêve de la chancellerie. On a profité de la situation pour le faire. On a remis en liberté 6266 prévenus, là, depuis le début de la crise, donc prisonniers et prévenus. Ça fait pas loin d'un détenu sur 10 quand même. Mais on nous a dit qu'ils avaient fait preuve de bon comportement en cellule, en incarcération, donc finalement, ils partaient un peu plus tôt que prévu. En France, on a des prisonniers qui sont extrêmement sympathiques parce que ils bénéficient tous systématiquement d'une libération anticipée pour bonne conduite, donc ils se comportent vraiment extrêmement bien. Blague à part, c'est pas l'épidémie qui a fait peur aux autorités en fait. On a remis les prisonniers dehors parce que les prisonniers ont perdu leurs fournisseurs. Il faut savoir que le trafic mondial, là, a pris un coup énorme dans l'aile. Les frontières sont fermées. Donc la marchandise qui transitait notamment... Là, vous parlez du trafic de drogue, hein, Laurent Berton. Le trafic de drogue, bien sûr. La marchandise qui transitait par l'Espagne ne passe plus. On arrive à bout des réserves. Donc j'ai eu des témoignages très précis là-dessus. On sait très bien que ça tient les prisons. Donc là, déjà, on a une bombe pénitentiaire parce que les types, si on les prive, s'ils ont plus leur shit en prison, je peux vous garantir que ça va très très mal se passer. D'ailleurs, ça se passe déjà très mal. Il y a eu énormément d'émeutes dans les établissements pénitentiaires. Et si ça continue, ça risque vraiment je pense qu'il y aura des dégâts absolument énormes. C'est la même chose dans les cités. Le trafic, là, on a eu un pic du trafic énorme parce que tout le monde a voulu avoir sa dose avant le confinement. Donc, il y a eu une explosion du trafic. Et aujourd'hui, il y a un manque de matière, il y a un manque de clientèle. Et là, ça implique aussi de gros problèmes puisque le crime s'adapte. Le type qui fait commerce de la drogue à très grande échelle,
il va pas attendre gentiment que ses clients reviennent, c'est-à-dire qu'il va changer d'activité. Donc, il va se tourner vers le braquage, vers quelque chose d'autre. Et donc, ça risque de poser d'énormes problèmes puisque les trafiquants de drogue tiennent en gros les quartiers sensibles. Ce sont eux qui font régner l'ordre parce qu'on a besoin d'ordre pour organiser son petit trafic. S'il n'y a plus ça, ça peut faire très mal. Vous ajoutez à ça les clandestins qui ont été relâchés des centres de rétention, parce qu'on a décidé aussi de les mettre dans la nature. Vous ajoutez à ça les millions de jeunes qui ont été rendus à leur quartier puisque les écoles sont fermées. Donc ces jeunes qui, évidemment, ne respectent pas les règles du confinement très largement, donc ils vont zoner dans leur cité, dévorés par l'ennui. Enfin, comment éviter des problèmes d'envergure? Tout simplement en demandant aux policiers de ne pas gêner ces trafics, de ne pas aller là où il y a des risques, de ne surtout pas, comme d'habitude, mettre le feu aux poudres pour éviter la publicité absolument désastreuse. Il manque que ça, en fait. Il manque qu'un embrasement des cités en plein confinement pour encore une fois montrer au monde entier que la France est complètement perdue sur un point, sur le plan de l'ordre public. On a eu un témoignage, là j'ai lu ça dans Paris Match. Parce qu'on rappelle, vous êtes quand même bien renseigné, vous, chez les forces de l'ordre, avec votre succès et vos livres. C'est vraiment ces infos qui vous remontent, vous, Laurent Berton. Je vous laisse finir sur Paris Match, sur l'article de Paris Match, pardon. Oui, je vous cite un agent qui est interrogé dans l'article. On a ordre de laisser tranquilles les dealers et de chasser les clients. Si on s'attaque au réseau, les trafiquants vont mettre le feu aux cités, dépouiller les supermarchés, attaquer les camions alimentaires, donc on ferme les yeux. D'ici un mois, ils vont commencer à souffrir avec la fermeture des frontières entre l'Espagne et le Maroc. Le temps peut sembler très long à ce moment-là, y compris pour les experts en privation de liberté. Tous les prisonniers dorénavant sont dispensés de parloirs et de ravitaillement. Situation tendue qu'un détenu des Baumettes synthétise. Le shit manque, on devient fou. Je ne sais pas comment on va tenir. Donc voilà où on en est. Donc ça, c'est un article de Paris Match. Hein, c'est un article de Paris Match. En plus de ça, vous avez, c'est difficile de faire entendre raison à certains individus dans ces banlieues, puisque l'idée que cette maladie est un truc de blanc, est une invention de blanc, soit qu'elle ne concerne pas les Africains, on peut entendre ça dans les journalistes du Figaro l'ont encore rapporté il y a quelques jours, avant d'être chassés de la cité à Marseille, d'être pourchassés, enfin bref, c'est encore une histoire charmante. Donc les remontées du terrain, c'est ça, c'est-à-dire que le policier de base représente l'ennemi, l'extérieur, donc il n'a aucun crédit sur le terrain. Évidemment, cette épidémie va faire des ravages dans ces quartiers-là. C'est déjà le cas, on sait qu'en Seine-Saint-Denis, il y a une surreprésentation très forte des contaminations. Donc, on va encore dire que ces quartiers-là payent l'addition parce qu'il y a discrimination et l'exclusion sociale. En réalité, ils se discriminent et s'excluent très bien tout seuls. Et ça va, évidemment, ces jeunes-là, en plus, seront prioritaires. Ils seront soignés en priorité par rapport aux anciens, alors qu'ils n'auront pas respecté les règles, pour le coup, du confinement. Et on va les soigner en priorité sur les personnes âgées. Donc, on fait cette espèce de confinement à la carte. Les policiers sont priés de ne pas déclencher de guerre, quitte à dispenser comme ça une partie du pays de mesures de confinement qui n'ont aucun sens si tout le pays ne les suit pas. On le fait déjà en fait avec l'application de la loi depuis des décennies, et au bout du compte, voilà, seul le citoyen honnête a peur de la justice. Et le citoyen des banlieues, il fait comme d'habitude. Donc c'est tragique. Et donc tout ce qu'espèrent nos gouvernants, c'est évidemment pas que l'étincelle arrive. Mais on a déjà à peu près tout eu. Si vous suivez un petit peu l'actualité, les faits divers, vous avez eu les affrontements entre bandes à la machette, vous avez eu les guet-apens, vous avez eu une quantité de crimes commis au domicile qui sont épouvantables, parce qu'évidemment, les gens étant à leur domicile, les cambrioleurs, je vous l'ai dit, l'activité criminelle ne va pas s'arrêter là. Donc, on va visiter des domiciles. Oui, vous pensez que les moyens d'action vont être modifiés avec le confinement, c'est ça? Très clairement, très clairement. Déjà, on sait très bien que les flics sont très occupés un peu partout. Donc, évidemment, il va y avoir de quoi faire. Il va y avoir de quoi faire. Et malheureusement, les cambriolages avec des individus
au domicile, en présence des propriétaires, bah, on voit déjà pas mal de cas de violence, enfin de meurtres, de bagarres épouvantables, parce que ces cambriolages vont continuer à avoir lieu et vont évidemment tourner à la barbarie parce que plus rien n'empêche ça. On en est quand même. Du côté des... Ouais, pardon. On a les agressions de pharmacie qui explosent aussi dans les pharmacies, puisque certains produits sont devenus très prisés. Il y a un trafic parallèle qui s'organise déjà hein, sur les masques, les fameux gels hydroalcooliques, les respirateurs. Quand je vous dis que cette criminalité est très retorse et sait s'adapter très rapidement à la situation, on a vu que des hôpitaux sont quand même obligés de payer des gardes du corps à leurs soignants. Parce que les oui, je voulais vous en parler justement, à Gare du Nord notamment. Les agents de sécurité ont été obligés d'accompagner les soignantes et les soignants qui ont été agressés. C'est passé sur les grandes chaînes info mainstream. Et apparemment aussi maintenant les policiers seraient venus en appui. Donc c'est des situations totalement incroyables dans cette période difficile pour nous que les soignants, je crois que c'est Gare du Nord. Hein, vous me corrigerez, Laurent Berton, je crois que c'est Gare du Nord. Hein, mais en fait, à beaucoup d'hôpitaux, il a été question de telles mesures parce que les infirmières rentrent tard et seules dans des rues qui sont complètement vides et à part vides de ceux qui s'en moquent du confinement. Donc, en plus de leurs journées qui sont déjà absolument épouvantables, si en plus elles ont affaire à des agressions dans la rue le soir, enfin c'est absolument pas possible. Et encore une fois, on est obligé quand même de payer des gardes du corps privés pour accompagner ces soignants, parce que les policiers sont trop occupés dans le reste du pays à distribuer des contraventions, à surveiller les attestations. C'est délirant. Évidemment, on ne peut pas raccompagner toutes les infirmières chez elles, mais d'en être arrivé là, enfin, encore une fois, c'est démonstratif de ce qu'est ce fameux vivre ensemble, de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il ne sera jamais. Et vraiment, si la population ne se rend pas compte que cette chose n'est qu'une illusion, bien la population a perdu toute forme de discernement. Il faut être très clair. Malheureusement, les preuves de cet échec s'accumulent année après année. Et on continue à les ignorer, à garder la tête enfouie dans le sable, en espérant que ça va s'améliorer, qu'encore une fois, l'État va faire ce qu'il faut. Mais non, l'État ne fait pas ce qu'il faut, et on le voit aujourd'hui à tous les points de vue. Je voulais vous poser une question sur les forces de l'ordre également, sur le côté sanitaire. On voit quand même qu'elles sont totalement exposées à la maladie. C'est-à-dire qu'elles interviennent dans la rue sans masque, sans rien. Il y a à peu près, je crois, 10 000 policiers aujourd'hui qui seraient confinés, d'après les derniers chiffres. C'est énorme sur l'effectif des forces de l'ordre sur le territoire. Qu'est-ce que ça pourrait donner, Laurent Berton? On imagine que forcément, de plus en plus de policiers et de gendarmes vont être contaminés. De fait, dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, à un moment donné, on devrait arriver à une situation compliquée, ce qu'on appelle, le Édouard Philippe parle de tension. Est-ce que ça peut être le cas, déjà, par rapport aux retombées que vous avez ou des remontées de sources que vous avez? Et qu'est-ce que ça peut générer également? Imaginez les policiers qui sortent tout juste de la crise des Gilets jaunes et de toutes les autres crises qu'on a connues ces dernières années, qui étaient déjà passablement au bout du rouleau, qui bossent dans des conditions très difficiles, qui doivent, eux, éponger en permanence les excédents du vivre ensemble, hein, comme je l'avais dit, qui se retrouvent, encore une fois, livrés à ce nouveau problème, qui n'ont pas de matériel. Ça aussi, c'est quand même incroyable, mais y compris dans les hôpitaux, hein, on vous explique que vous apprenez à vous en passer, toussez dans votre coude et bonne chance à tous. Donc évidemment, énormément de policiers vont être contaminés, vont subir en plus les contrôles qui vont mal se passer, une charge de travail qui va encore être alourdi. Le policier a une résilience qui est assez impressionnante quand même, pour justement faire en sorte que la situation ne dégénère pas, qu'il n'y ait pas ce fameux pétage de plomb de flic qui va un jour dégoupiller et tirer dans le tas, comme j'en fais le thème de mon livre Guérilla. Pour que ça n'arrive pas, il faut vraiment des nerfs d'acier. Et donc évidemment, la situation est très très dure pour eux. Pour l'instant, ils tiennent comme les soignants. On en parle beaucoup moins des policiers, mais leur vie est très compliquée quand même en ce moment.
Alors, on va parler maintenant de l'armée. Peu de médias s'en sont fait l'écho. L'armée a été déployée depuis le 1er avril dans plusieurs grandes villes du Sud. On en a parlé, nous, ce matin dans Putsch. Je rappelle qu'on est en live Facebook et YouTube avec Laurent Berton. Merci d'être si nombreux sur le live maintenant. N'hésitez pas à liker, à partager le live. On parle de ce déploiement de l'armée. Laurent Berton, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parce qu'on apprend qu'elle devra effectuer des missions de surveillance, de présence dissuasive, d'assister la population, et elle sera mobilisée également à la protection de certains sites sensibles ou des établissements de santé. Comment comprenez-vous ça, Laurent Berton? Alors moi, enfin d'après ce que je sais, c'est que l'armée va être essentiellement mobilisée sur les sites à risque. Les laboratoires, les endroits où on fabrique des masques, où on fabrique des respirateurs, les sites qui sont maintenant devenus, c'est jamais trop tard, sont devenus stratégiques et d'intérêt stratégique majeur pour éviter évidemment des cambriolages qui feraient encore un peu plus désordre. Donc c'est surtout à ces missions-là qu'on va les affecter aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes d'élus, de responsables, de patrons d'hôpitaux pour qu'ils soient déployés dans les quartiers sensibles. Mais ça, évidemment, ça va être très compliqué parce que si on le fait, on prend le risque de déclencher une guerre des cités. Et ceux d'en face, ils n'ont pas de règlement. Ils ont des armes qui sont souvent d'une qualité supérieure, ou en tout cas d'une puissance de feu au moins équivalente. Et ils n'auront pas peur de s'en servir. Donc, il faut réfléchir à deux fois avant de faire ça. Et comme la peur la plus absolue, ce serait de mettre le feu aux poudres dans une situation comme ça, évidemment, je ne pense pas qu'on ira les mettre dans les endroits réellement dangereux. Il n'est pas exclu qu'on leur fasse faire des promenades justement dans les beaux quartiers pour rassurer un peu les populations confinées. Pour l'image, c'est toujours bon à prendre, mais pour le reste, je pense que ça va s'arrêter là. Alors, une question, on arrive bientôt à la fin de l'émission de l'entretien. Je voulais vous poser la question, forcément vous avez écrit Guérilla, tome 1 et tome 2. Est-ce que cette situation de la crise sanitaire du coronavirus pourrait peut-être avoir les atours de ce que vous avez décrit dans Guérilla? Voilà, un événement totalement imprévisible qui pourrait amener, on en a un peu parlé dans l'entretien, mais voilà votre idée par rapport à ce livre que vous avez écrit. Alors, c'est vrai que moi, j'avais pris le parti de penser à ce scénario donc d'un incident dans une cité sensible, parce que ça paraît assez vraisemblable. Ça pourrait être une crise économique, ça pourrait être une crise sanitaire, comme celle qu'on est en train de vivre, ça pourrait être une crise énergétique. Là, il manque quand même pas mal d'éléments. C'est-à-dire qu'on a pu parler, j'ai lu ça et là, que peut-être il y aurait des problèmes alimentaires, de distribution des denrées alimentaires. Je pense que ce sera assez limité. Et le vrai basculement ne peut se faire que par l'électricité. L'électricité, c'est vraiment le nœud de toute la société. Si cet événement avait eu lieu en plein hiver, de sources très bien informées, je sais que ça aurait pu très mal se passer parce que les réseaux, la consommation d'électricité aurait pu être beaucoup trop supérieure en fait à la consommation habituelle et donc tout aurait pu sauter. Et là, à partir du moment où vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'échange de moyens de communication, d'information, de moyens de paiement, absolument de moyens de réfrigération, etc., etc. Tous les moyens logistiques s'effondrent, les individus se retrouvent isolés et livrés eux-mêmes. Et là, pour le coup, ça n'aurait pas été de simples petites disputes pour des rouleaux de papier toilette, ça aurait pu aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus grave. On n'en est pas là. Cette situation, évidemment dramatique, je pense, j'espère, va se tasser et s'atténuer durant les mois qui viennent. Évidemment, il y a derrière, en filigrane, le risque économique qui est énorme. À chaque fois que les banques centrales investissent, fabriquent de la monnaie, puisque c'est ça, ce sont des planches à billets, c'est-à-dire qu'ils ont ce privilège complètement délirant de fabriquer de l'argent et de le jeter comme ça dans l'économie pour essayer de calmer la chute, on provoque une bulle, on provoque une inflation et un risque d'implosion économique qui est considérable. Et là, évidemment, l'économie pourrait nous plonger dans une situation de survie comme celle que je l'ai décrite dans Guérilla. Et il est absolument évident que nous ne sommes pas du tout prêts à ça. Notre État n'y est pas prêt, les citoyens ne sont encore moins. Et malheureusement, notre État fait la démonstration qu'il est totalement
inapte à faire face à de tels événements. Et heureusement pour lui que cette crise n'est pas aussi grave que ce qu'elle pourrait être. Mais vos sources, vos sources dans le renseignement, on a les forces de l'ordre, ils sont inquiets quand même sur les prochains jours, prochaines semaines. Alors, sur l'aspect sanitaire, je vous le dis, il n'y a pas franchement d'inquiétude. En réalité, il y a même pas mal de cynisme parce que on va vous dire que oui, effectivement, on pourrait atteindre quelque chose comme 20 000 morts, peut-être entre 20 et 30 000 morts en France, et que oui, c'est triste, mais comme le disait le ministre anglais qui, lui, n'a pas gardé son côté cynique pour les coulisses, finalement, ces personnes, de toute façon, allaient mourir cette année ou l'année prochaine ou dans 3 ans, donc ce ne sera pas un choc démographique majeur. Alors là, ce ne sont pas mes propos, hein, je précise bien, ce sont les propos qu'on entend dans les coulisses gouvernementales. Donc d'un point de vue sanitaire, on n'est pas en train de crier à la catastrophe. Il a fallu un confinement pour réagir, pour montrer qu'on était là, qu'on devait faire quelque chose. Ça pose à très court terme un énorme problème économique, on est en train de se rendre compte, qui pourrait être bien plus grave et bien plus terrible pour les Français. Il y a énormément de gens qui vont perdre leur boulot, de patrons qui vont devoir fermer boutique. Ça va être vraiment très dur. Donc, si ça s'éternise et si on choisit de prolonger cette solution encore plusieurs mois, bien évidemment, les conséquences sont totalement imprévisibles. Et là, on est dans le flou. Ce serait mentir que de dire que ça va générer une crise économique énorme ou qu'il y aura une euphorie et que tout le monde va vouloir réinvestir et reconsommer et que ça va repartir pour 10 ans. On ne le sait pas. Les conseillers, les spécialistes sont comme nous aujourd'hui dans une forme d'attente angoissante et regardent les chiffres et les courbes de la bourse et on ne sait pas dans quel sens ça va tourner. Mais clairement, beaucoup de gens essaient de se préparer au pire des scénarios, même s'ils ne veulent pas croire qu'il peut arriver. Aujourd'hui, ils font un petit peu plus attention aux avertissements. Oui, d'ailleurs, on le voit en Italie du Sud, hein, notamment, il y a eu plusieurs pillages de supermarchés. Il y a pas mal de vidéos qui nous arrivent. C'est-à-dire que c'est une situation très tendue, presque insurrectionnelle, du fait de l'approvisionnement et du fait de la crise économique, parce que beaucoup de travailleurs sont précaires et de fait, ils ont perdu leur emploi. Donc, forcément, les gens, ils ont besoin de manger et qu'ils n'ont plus d'argent, on peut arriver sur des situations insurrectionnelles. On pourrait peut-être y arriver en France si la crise économique est terrible. Elle va, malheureusement, elle risque d'être terrible pour l'emploi, les TPE, les petits artisans, les gens aussi de la France périphérique, nous tous, hein, on pourrait arriver à des situations comme celle-ci pré-insurrectionnelles. Bien sûr, et on voit les mécanismes de panique, à quel point ils sont rapides. On l'a vu avec les ruées sur les centres commerciaux. Il faut imaginer une situation comme ça. Si l'électricité, par exemple, ne fonctionne plus, les types vont rapidement forcer les portes, les gens vont se battre entre eux pour arracher tout ce qu'ils peuvent, et les rayons seront vidés très rapidement. La réapprovisionnement, s'il ne peut pas se faire, va générer des comportements d'une barbarie absolue. On a toujours tendance à croire que nos sociétés civilisées, les gens vont faire la queue, vont bien s'organiser, que ça va bien se passer, mais en réalité, les instincts de survie reprennent vite le dessus, et dès lors qu'il n'y a plus d'autorité tangible, qu'il n'y a plus de police, qu'il n'y a plus les repères structurants, les normes sociales, eh bien, il n'y a plus d'intelligence sociale, et là, on est en mode instinct, et donc c'est la loi du plus fort, et ça donne des comportements qui sont terribles, mais qui sont fondamentalement humains, malgré tout, et ces comportements-là, souvent, ne sont pas à l'origine des crises, mais ils peuvent rendre les crises potentiellement les entériner en quelque sorte, en les accélérant et en ajoutant une crise à une autre crise. On parlait de crise alimentaire tout à l'heure, on n'est pas passé loin de rupture d'approvisionnement, et donc à partir de là, on aurait vraiment basculé dans autre chose, parce que le citoyen est tellement habitué à tout recevoir, à ce que
tout lui est dû. Je ne sais pas comment il aurait pris le fait de tout à coup de ne plus avoir à manger chez lui, de voir que le voisin, lui, avait récupéré du stock. Là, on peut absolument tout imaginer. Et à mon avis, dans un pays plongé dans le blackout, ça pourrait être assez terrible. Alors, une dernière question, Laurent Berton, et après on vous libérera. Merci en tout cas d'avoir participé à ce grand entretien. Une question d'actu. Rokhaya Diallo, dans une tribune signée dans les colonnes de TRT World, média d'État turc pro-Erdogan, a écrit que le coronavirus révèle un autre virus, le privilège blanc, notamment dans le contrôle aux frontières. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si on peut penser grand-chose à partir de Rokhaya Diallo. Cette notion de privilège blanc, qui est une notion universitaire américaine, qui a déjà pas mal vécu aux États-Unis, il commence un petit peu à en revenir. Elle s'est fait pour spécialiser d'importer chez nous en fait les études raciales américaines, racialistes. Et donc d'essayer de les calquer sur la population française en disant qu'en réalité nous sommes tous d'infâmes coupables et que les individus à la peau sombre sont victimes d'un nombre incalculable de micro-agressions en permanence. Et comme j'ai essayé de le montrer dans mon livre La France interdite, en réalité la France est un pays qui a plutôt tendance à discriminer assez farouchement la population autochtone contre la population issue de l'immigration, la population issue de la diversité, comme on dit. En réalité, cette population-là, la diversité, est plutôt favorisée dans pas mal de leviers de la société, notamment en termes d'emploi et tout ça. Alors, vous lirez, je ne vous donne pas toutes les références, mais vous pouvez lire La France interdite, il y a un chapitre qui est consacré à ça, sur justement l'antiracisme de nos élites, va si loin qu'en réalité il est raciste à l'envers contre les individus. Oui, vous évoquez la discrimination positive finalement à l'américaine. Oui, la discrimination positive qui a cours. Alors, c'est pas comme à l'américaine, on n'a pas de règles juridiques aussi fortes, mais tout de même, il y a beaucoup de bonne volonté, on va dire, de la part des grands dirigeants qui veulent. Aujourd'hui, c'est un package en fait. Quand on veut la réussite dans ce pays, il faut présenter un jour de nous qui est moralement correct. Donc, les grands groupes sont obligés de mettre dans leur publicité beaucoup de diversité, beaucoup de messages très vivre ensemble, très progressistes, très féministes et tout ce qu'on veut, tout ce qui est à la mode en fait, tout ce qui paye moralement, toutes ces postures qu'il convient d'adopter pour briller en société. Eh bien, ils en mettent un peu partout et ça fait bien de recruter des individus issus de la diversité, pas pour leurs compétences. Évidemment, il y a rien à dire. Celui qui est compétent et qui est recruté, c'est normal. Mais là, justement, clairement, il y a une forme de discrimination raciale inversée qui est en cours, qui est à l'œuvre aujourd'hui en France. Vous entendrez très souvent dire qu'il n'y a pas assez de noirs, par exemple, à la télévision, alors qu'en réalité, d'après les statistiques qu'on a, ils sont surreprésentés dans les émissions de télévision. Nous, on préfère, enfin, Rokhaya Diallo, sa tactique est une tactique qui est finalement très répandue dans la société française. Je pense que c'est une des théories du complot qui est peut-être les plus puissantes et ancrées dans les esprits, c'est ce mythe, en fait, du racisme des autochtones européens, puisqu'on prétend qu'à peu près tout ce qui va mal dans ce pays, tous les échecs des individus issus des minorités, toutes les inégalités, en fait, sont voulu penser résulte du comportement des privilégiés blancs. C'est une vision tout à fait raciste des choses et cette vision est pourtant tout à fait répandue. À peu près tous les individus qui se situent sur la gauche du spectre politique, et peut-être pas que ceux-là, vous diront que effectivement les blancs sont coupables, ils doivent rendre des comptes, ils doivent en faire un peu plus, ils doivent redistribuer leur argent pour essayer de combler les inégalités. Enfin, tout est toujours de leur faute, y compris donc tous les échecs des autres. Donc, c'est assez pratique pour dédouaner justement ces autres de leurs propres échecs et pour trouver un ennemi imaginaire qui va donner de l'écho au discours de Rokhaya Diallo, lui donner un petit peu d'audience, son personnage public, et j'espère qu'elle a, avec cette technique-là, des revenus qui sont à peu près confortables, qu'elle peut faire des voyages entre ici et les États-Unis, et que voilà, donc la vie est belle pour elle, tant mieux, mais
quand on étudie les faits, une fois encore, et c'est ce qu'il faut faire, on se rend compte que la discrimination positive, non seulement est à l'œuvre aux États-Unis, elle est aussi à l'œuvre en France, et que donc, ce qu'affirme Rokhaya Diallo, en général, il faut prendre le contraire pour avoir une vision assez nette de la vérité. Ceci est dit, oui, effectivement, Laurent Berton, on vous remercie d'avoir participé à ce grand entretien. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Beaucoup de sujets ont été abordés. Donc, vous avez écrit Guérilla 1, Guérilla 2, tome 2, et aussi La France interdite, qui est un brûlot explosif d'ailleurs. Peu de médias en ont parlé concrètement de ce livre-là, qui vraiment contient des choses. Nous, quand on l'a lu, on s'est dit, bon, il y a quand même des choses extrêmement explosives et très rentre dedans. On vous remercie. Vous avez été nombreux à suivre ce live, ce duplex à Laurent Berton, YouTube, Facebook. N'hésitez pas à le liker, le partager. Vous pourrez revoir le replay, bien entendu, en fin d'émission. Merci à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Et surtout, restez chez vous. Merci à vous.